le monde du psychotrauma, de quoi parle-t-on exactement? Alors ma première question, quelle différence entre trauma et psychotrauma? Différence fondamentale et en même temps dans le langage courant, effectivement, souvent on parle des deux termes de manière un peu synonyme alors que ces termes revêtent des définitions très différentes. En fait, un trauma ou un traumatisme, c'est l'événement dont on parle. C'est-à-dire que c'est un événement qui est survenu de manière violente, de manière choquante, sans que l'individu y soit préparé. Donc un trauma peut être par exemple un accident de voiture, peut-être une agression dans la rue, peut-être un attentat, peut-être une catastrophe naturelle. C'est vraiment l'événement dont on parle. Le psychotrauma ou psychotraumatisme définit les conséquences psychiques que le trauma a sur la personne. Parce que finalement, c'est important de savoir qu'on peut vivre un même trauma, un même traumatisme. Donc mettons deux personnes qui sont dans une voiture qui est accidentée. Eh bien l'une va développer des troubles psychotraumatiques et l'autre va s'en sortir avec un coup du lapin, avec des cauchemars pendant les premiers jours, mais après ça va aller en fait. Donc en gros, face à un même trauma, on ne va pas forcément développer un psychotrauma. Donc vraiment le psychotrauma, quand on entend ce terme, c'est, j'ai envie de dire tout simplement, les conséquences psychiques d'un traumatisme. De la même manière qu'on parlerait d'un trauma crânien, par exemple. Suite à un accident de voiture, il y a des personnes qui peuvent avoir un trauma crânien. Eh bien, il y en a d'autres qui vont développer un psychotraumatisme. Alors dans le langage courant, un trauma ou un traumatisme est un événement violent, comme par exemple un viol, une agression, quelque chose d'extrêmement violent et ponctuel. C'est ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors non, c'est pas toujours le cas. Dans le langage courant, on pense souvent qu'effectivement un psychotrauma, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Alors bien sûr que ce sont des traumatismes qui peuvent générer un psychotraumatisme important quand on vit ce type d'événement. Par contre, ce que beaucoup méconnaissent, ce sont ce qu'on appelle les traumas d'omission. Les traumas d'omission, ce sont des événements dans lesquels nous avons manqué de. Donc par exemple, j'étais enfant et je n'avais jamais personne à qui me confier. J'étais seule pour gérer mes difficultés d'enfant, mes peurs d'enfant, mon stress. On minimisait beaucoup mes émotions. On me disait tout le temps c'est pas grave, on banalisait ce que je vivais. Et donc finalement, au niveau, on verra un peu plus loin dans le programme, tous les impacts au niveau neurobiologique, au niveau du stress que ça génère, surtout chez les enfants, mais pas que. Et bien finalement, tous ces moments où j'ai manqué de sécurité, où j'ai manqué de protection, peuvent avoir en tout cas des conséquences psychotraumatiques ultérieures. Parce que ça génère du stress, ça génère des mécanismes de protection psychique pour faire face justement à ces manques. Voilà, donc avoir soit subi donc des traumas de commission, on a commis sur moi-même des choses difficiles, ou alors avoir des traumas d'omission peuvent générer des troubles psychotraumatiques importants. Petite question, on parle beaucoup des blessures émotionnelles, oui. Les blessures d'injustice, d'abandon, d'humiliation, etc. Est-ce que ça fait partie des traumas d'omission? Exactement, tout à fait. C'est vrai que toutes les questions de confiance en soi, d'estime de soi, de peur, de s'engager dans une relation, donc je pense aussi à toutes les blessures d'attachement. Je sais que ma consoeur Gwenaëlle Percio propose un programme concernant l'attachement. Toutes ces blessures d'attachement aussi peuvent générer, en tout cas je vais mettre quand même des nuances, peuvent générer des troubles psychotraumatiques ultérieurs si ce type de situations ont été répétées et ont été effectivement vécu de manière assez régulière dans la vie de la personne. Donc en fait, les difficultés de confiance en soi, d'estime de soi, de confiance, peuvent être des conséquences tout à fait logiques et légitimes par rapport à des traumatismes d'omission, voire de commission. Alors justement, quel est le contexte ou quelles sont les situations vécues, pour avoir quelques exemples, qui peuvent engendrer un psychotraumatisme? Alors, pour vraiment préciser de quoi on parle, je vais me référer à une définition très concrète qu'il y a dans le DSM-5. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le DSM-5, c'est comme c'est le manuel diagnostique des troubles mentaux.
Voilà, ça fait un peu peur quand on dit ça comme ça, mais en gros, c'est la Bible des médecins, la Bible des psys, pour avoir vraiment des critères diagnostiques pardon, pour établir un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Hein. Donc les mots peuvent faire peur, mais vous allez voir que ça revêt beaucoup, beaucoup d'événements de vie, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui portent des traumas, qui portent des psychotraumas, mais qui n'en sont juste pas conscientes. Et j'ai envie de dire dans cette première vidéo d'explication que tout trauma est guérissable. Hein, c'est important quand même de commencer par une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut peut-être se rendre compte au travers de ce programme que on n'avait pas réalisé à quel point on avait pu être affecté, on avait pu être traumatisé par tel ou tel événement. Et en même temps, alors c'est pas forcément simple de s'en rendre compte et de s'en occuper, mais tout trauma est guérissable. Voilà. Ce programme permet déjà de faire un énorme pas sur soi-même et dans le travail sur soi. Mais aujourd'hui, on sait faire en fait. Hein. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc le DSM-5, donc ce manuel des troubles mentaux, hein, définit le psychotrauma de la manière suivante. Hein. Donc je vais lire un petit peu la définition et je vais surtout donner des exemples pour illustrer. Donc il faut que la personne ait été exposée à la mort ou à la menace de mort. Hein. Donc ça, bien sûr, on peut tout de suite penser à une attaque à main armée dans un magasin, par exemple. Mais ça peut être aussi d'avoir été admis aux urgences en réanimation, par exemple, parce que j'ai frôlé la mort dans mon accident de voiture. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose... Avoir été confronté à la mort ou à la menace de mort, ça peut revêtir plein d'aspects. Le sujet peut aussi avoir été confronté aux blessures graves ou à la menace de telles blessures. Donc voilà, de la même manière, ça peut être que j'ai été... attaquée dans la rue et donc du coup j'ai été blessée physiquement. Mais je peux aussi avoir vécu dans mon enfance des menaces, par exemple de mon père, même s'il ne m'a jamais touchée. Mais en même temps, il me disait tiens-toi à carreau parce que sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. Et donc, dans le psychisme de l'enfant en construction, eh bien, ces menaces peuvent avoir d'énormes impacts au niveau de ce que l'enfant s'imagine, de ce qu'il peut ressentir. Et si, bien évidemment, ce type de situation est répété dans la vie de l'enfant, cela peut générer un contexte psychotraumatique. Le sujet peut avoir été exposé à la violence sexuelle ou à la menace d'une telle violence. Donc les traumatismes en lien avec l'intimité sont dans la hiérarchie des psychotraumas ceux qui sont les plus impactants, les plus profonds, les plus violents, parce qu'on touche à l'intimité de la personne. Hein. Donc bien évidemment que ça va avoir des impacts très importants. Et encore une fois, là, ça peut être que j'ai été moi-même effectivement victime d'une violence sexuelle, mais ça peut être aussi qu'on m'a menacé d'eux. En fait. Quelqu'un qui a été séquestré pendant 24 heures, même si elle n'a pas été touchée dans son corps propre, elle a pu s'imaginer qu'elle allait subir quelque chose. Et donc tous ces scénarios mentaux, même si elle n'a rien vécu, peuvent générer, encore une fois, des images traumatiques, des émotions traumatiques qui peuvent ensuite rester et perdurer chez la personne. Donc, à chaque fois, on a vraiment soit l'événement qui a été vécu et avéré dans la vie de la personne, soit avoir vécu une menace d'eux, et qui peuvent générer effectivement un contexte traumatogène. Pour revenir sur les violences sexuelles, une question que je me pose, il y a malheureusement beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes, qui parfois ont des relations sexuelles pour faire plaisir, oui. Dont elles n'ont pas forcément envie. Oui. Est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Bien sûr, bien sûr. Je crois que de manière générale, dès qu'on fait quelque chose dont on n'a pas envie, qui est contre notre consentement, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est en lutte, en fait, qui est en conflit. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui dit non, et il y en a une autre qui dit « allez, on y va ». Ou on dit rien. Et en fait, ce conflit intérieur peut avoir des répercussions dans la vie de la personne, en fait. Hein. C'est pas par hasard qu'on a souvent, mais je pense qu'on l'a tous vécu, des espèces de contradictions intérieures. Et dans l'exemple que tu prends, effectivement, souvent, moi j'entends dans mes consultations des personnes qui me disent « mais en fait, je l'ai peut-être bien voulu, et puis la personne m'a dit que c'était ce que je souhaitais, que c'était moi qui l'avais par exemple allumé. » Enfin, c'est des choses qu'on entend chez les personnes qui ont vécu des violences sexuelles. Mais quand on va creuser,
on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur, il y avait une part qui disait non. Voilà. Mais souvent, pour se protéger aussi psychiquement, on va se construire une sorte de néo-réalité où on va se dire, en fait, c'était peut-être de ma faute, j'étais peut-être consentante, etc., pour essayer de minimiser les impacts que ça a, alors qu'en fait, on ne voulait pas. Voilà. Donc, même dans un couple, hein, même dans une vie de couple classique. Hein. Bien évidemment. Et là, c'est encore plus pernicieux, j'ai envie de dire, parce que les viols conjugaux existent, malheureusement. Mais comme on est en couple et que c'est notre conjoint, voire notre conjointe, on se dit que c'est normal, alors qu'en fait, à des moments, on peut ne pas avoir envie, en fait. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'apprendre à ce niveau de nuance, de détail dans nos vécus pour pouvoir, j'ai envie de dire, réhabiliter aussi notre nom. Ouais, c'est vrai que si à la fin de ce programme, les personnes pouvaient mieux se connaître, pour être plus en accord et en adéquation avec ce que ça dit profondément, on aura tout gagné en fait. Et qu'effectivement, même avec des proches, à n'importe quel moment, on peut dire « excuse-moi, mais là c'est non pour moi aujourd'hui » ou « écoute, là je préfère qu'on s'arrête ». Et ça c'est vraiment un signe de bien-être psychique important. Voilà. Et justement, c'est drôle parce qu'effectivement, le problème de manque d'estime de soi et de confiance en soi est toujours lié à l'impossibilité de dire non. Exactement. On ne s'accorde pas assez de valeur. Exactement. Et puis je pense qu'on est aussi dans une société qui nous formate beaucoup dès le plus jeune âge à dire oui, fais la bise à la dame. Mais des fois, il y a les enfants qui disent non, j'ai pas envie. Les parents disent allez, c'est pas poli, tu te forces un peu, force-toi à finir ton assiette, arrête d'être en colère. Hein. La colère, c'est une émotion, on y reviendra sans doute, mais une émotion, selon moi, qui est extrêmement malmenée dans notre société. Hein. On apprend aux enfants à ne pas se mettre en colère. La colère est une mauvaise chose dans notre société, alors qu'en fait, c'est l'émotion par excellence qui nous permet de mettre nos limites. Hein, ça n'a rien à voir avec la violence ou l'agressivité, hein, évidemment, mais une colère saine, c'est une émotion, un mouvement intérieur qui va me faire dire non, j'ai pas envie de dire bonjour à la dame, non, j'ai pas envie, j'ai plus faim, je veux pas finir mon assiette. Voilà, mais quelque chose, tu vois, qui est très écologique et qui est très respectueux de nous. Voilà. Donc effectivement, je crois que de réhabiliter cette possibilité est importante. Et comme tu le dis très clairement, les personnes qui ont peu de confiance en elles, qui ont appris que leurs émotions n'étaient pas légitimes, souvent ça a un lien dans l'enfance, dans l'éducation. C'est pas pour jeter la pierre à nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, nos parents, et notamment souvent ils reproduisent eux-mêmes ce qu'on a fait avec eux. Mais l'idée c'est d'avoir une plus grande conscience de ce qu'on a vécu pour se dire ok, ça je garde, mais ça je veux plus en fait, ou ça je le transforme. Voilà. Donc du coup, pour en revenir aux critères du DSM-5, hein, sur les situations qui peuvent générer du psychotrauma, donc je disais que l'individu a été exposé à la mort ou à la menace de mort, aux blessures graves ou à la menace d'une telle blessure, à la violence sexuelle ou à la menace d'une telle violence, de l'une ou de plusieurs des façons suivantes. D'ailleurs, petite parenthèse, ces définitions que je lis, elles sont sur le manuel, hein, le livret d'accompagnement, et tout est expliqué de manière très très précise. Donc, l'idée, il y a 4 manières de vivre ce type d'événement. Moi, souvent, j'explique que c'est un peu comme des cercles concentriques, c'est-à-dire qu'on a au début, je dirais, l'onde de choc du trauma, où là on est exposé directement dans notre intégrité physique et psychique à un tel événement. Et après, il y a des choses qui s'éloignent un peu plus. Je vais prendre des exemples. Tout d'abord, avoir été directement exposé à un ou des événements traumatiques. Donc, typiquement, j'ai moi-même été victime d'une agression. J'ai moi-même été victime d'un accident de voiture. J'ai moi-même été victime de menaces pour ma sécurité. Donc c'est moi qui l'ai vécu. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau d'exposition psychotraumatique. Ensuite, avoir été témoin en personne de l'événement ou des événements survenus à d'autres. Donc là, je n'ai pas moi-même vécu la situation, mais par contre, j'ai été témoin d'un événement de ce type-là. Donc par exemple, en tant qu'enfant, j'étais témoin des violences que mon père faisait vivre à ma mère. J'ai jamais été touchée, j'ai jamais rien reçu comme coup, mais par contre je le voyais.
En tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent, peu importe, tout âge, hein, mais c'est vrai que les traumas de l'enfance sont ceux qui vont être les plus profonds en fait. Donc ça c'est aussi important. Plus on a vécu d'événements dans l'enfance, dans le début de la vie, plus ça va être, voilà, les répercussions peuvent ensuite être vraiment en lien avec la construction de la personnalité. Mais avoir été témoin, ça peut être, j'étais, je ne sais pas, étudiant et j'étais témoin de situations de harcèlement que vivait quelqu'un que je connaissais en fait. Donc en fait, je ne l'ai pas moi-même vécu, mais j'ai peut-être eu peur que ça m'arrive à moi-même. Et donc je peux à ce moment-là me construire une sorte de scénario catastrophe dans ma tête. Et ce scénario intérieur va générer les mêmes mécanismes neurobiologiques de stress dont je parlerai plus tard dans une autre vidéo. Okay. Donc avoir été témoin peut générer vraiment un même trouble psychotraumatique que si je l'ai moi-même vécu. Un autre exemple aussi par rapport à ça, c'est j'ai assisté à un accident de voiture et j'ai été par exemple celle qui a appelé les secours. Et bien tout ce que j'ai vu, les gens qui crient, le sang, enfin bref, des choses compliquées, ça peut venir comme s'imprimer à l'intérieur de ma mémoire en fait et générer des troubles ensuite chez moi-même. Et est-ce qu'un film extrêmement violent, par exemple, pourrait avoir cet impact ? Alors, ce qu'on voit au niveau des écrans peuvent avoir des impacts, qui plus est si on est jeune. Parce que par définition, un enfant n'a pas encore... j'ai envie de dire, toute la construction du système nerveux, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont au courant, mais le cerveau termine sa maturation vers l'âge de 23-25 ans. C'est très très tard. Donc en gros, tout ce qui se passe avant 23-25 ans, qui plus est dans la petite enfance, va avoir un impact. Et en fait, les enfants, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, sont vraiment aux prises avec leur cerveau émotionnel. La question de faire la différence entre la réalité et la fiction, ça vient tardivement dans la construction du cerveau. Donc c'est sûr que si un enfant est exposé précocement à des images violentes, eh bien son cerveau ne va pas pouvoir lui permettre de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Et donc bien évidemment, ça va pouvoir générer un impact psychotraumatique majeur. Des enfants qui ont été exposés précocement à des images, par exemple en lien avec la sexualité, qui plus est la sexualité d'adultes, les images pornographiques, ça peut générer vraiment des troubles au niveau de la sexualité ultérieure d'adultes, des troubles majeurs. Vraiment. En lien avec des choses, même si les personnes n'ont pas vécu de choses dans leur corps propre, ça a le même impact en fait. Donc oui, il faut être extrêmement vigilant aux images et protéger nos enfants absolument de ce à quoi ils sont exposés de manière trop précoce aujourd'hui. Voilà, j'espère que ces exemples permettent un peu de situer et de prendre conscience en fait que la question du psychotrauma c'est très très global en fait et ça peut toucher beaucoup de monde. Donc, soit j'ai été directement exposée à un événement de ce type-là, soit j'ai été témoin d'un événement qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Je continue mes cercles concentriques. Le troisième scénario, c'est d'avoir appris qu'un événement ou que des événements traumatiques sont survenus à un membre proche ou quelqu'un qui m'est cher en fait. Donc, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai même pas vu, mais par contre j'ai appris que par exemple mon conjoint ou mon enfant ou mon parent, donc quelqu'un avec qui je suis en lien d'attachement, donc là je renvoie au programme de ma consoeur Gwenaëlle Percio qui parle des relations d'attachement et des traumas d'attachement, parce que quand nous sommes en relation d'attachement avec des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie, le fait d'apprendre qu'il leur est arrivé quelque chose, eh bien je vais me représenter dans ma tête ce qu'a vécu mon proche, et donc ces images mentales peuvent générer chez moi des troubles psychotraumatiques. Voilà. Parce que je vais me mettre à sa place, je vais ressentir dans mes tripes ce qu'il ou elle a pu ressentir ou vivre, et donc ça peut vraiment être ce qu'on appelle un traumatisme transmis. Voilà. Par contamination, il y a plein de choses qui se passent au niveau des neurones miroirs notamment, qui sont en lien avec, dans les liens d'attachement, et qui finalement, le trauma de mon proche va me contaminer par les neurones miroirs et le lien d'attachement. Et je peux développer un stress post-traumatique par rapport à ce type d'événement. Voilà. Et donc la quatrième onde de choc, c'est d'avoir été exposé de façon répétée et extrême aux détails aversifs
négatifs, donc les détails vraiment qui provoquent du dégoût, du ou des événements traumatiques. Et donc, ce type d'exposition, eh bien là, ça concerne tous les professionnels, les personnes qui gravitent dans le monde du trauma, donc je pense aux urgentistes, aux pompiers, aux policiers, aux psychologues, aux écoutants, bref, peu importe, toutes les personnes qui vont œuvrer dans leur milieu professionnel à soutenir et être en première voire deuxième ligne pour aider les gens, eh bien, si on ne prend pas suffisamment soin de soi, si on ne prend pas suffisamment soin de ses émotions, de son stress, eh bien, en tant que professionnel, on va pouvoir être contaminé par les traumas des personnes dont on s'occupe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la traumatisation vicariante. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est vraiment un phénomène de contamination psychique qui fait qu'à un moment donné, le professionnel va pouvoir développer un stress post-traumatique d'événements qu'il n'a pas vécu, dont il n'a pas été témoin, qui n'est pas arrivé à quelqu'un qui lui est proche, mais par contre qui est survenu dans un contexte exceptionnel. Voilà. Donc voilà, en termes de tous ces contextes, de toute cette manière de concevoir le psychotrauma, on voit que ça peut toucher plein de strates de la population et générer finalement les mêmes réactions psychotraumatiques dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, est-ce qu'il y a différents types de traumas ? Alors oui, il y a différents types de traumas. Donc là, je vais vraiment le simplifier de manière volontaire parce que l'idée, c'est pas d'entrer trop dans les détails, mais quand même de savoir de quoi on parle. On a tout d'abord ce qu'on appelle les traumas simples, les psychotraumas simples. Alors simple, ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre. Hein. Le mot simple signifie que unique. La personne a vécu un type d'événement dont je viens de parler, mais de manière unique dans sa vie. C'est-à-dire, par exemple, mettons que j'ai eu une enfance relativement heureuse, alors avec des hauts et des bas, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille évidemment, mais sans événements difficiles majeurs. Et à un moment donné de ma vie, je vis par exemple un accident de voiture. Et depuis cet accident de voiture, j'arrive plus à sortir de chez moi. Je change mon comportement, je ne me reconnais plus, mes proches ne me reconnaissent plus. Eh bien, un trauma simple, c'est un trauma où il y a un début et une fin, c'est-à-dire qui est borné dans le temps. Je peux vraiment dire, mon accident de voiture, c'était le tel jour, à telle date, à tel endroit. Donc, je peux vraiment l'identifier au niveau temporel. Et qui a généré des troubles psychotraumatiques majeurs chez la personne. Et cette personne peut vraiment dire, il y a eu un avant et un après. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un trauma simple. C'est ce qui est, j'ai envie de dire, le plus facile à traiter. Hein. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais en quelques séances de travail sur cet événement, on peut aider le cerveau à digérer finalement l'onde de choc qui est restée un peu bloquée. Et on dit généralement qu'il faut 4 à 5 séances sur ce même événement pour aider l'intégration et la digestion. Donc ça c'est ce qui s'appelle un trauma simple. Les gens qui vivent un trauma simple, les études montrent qu'il y a à peu près 75% des personnes qui vont traverser une période d'à peu près 1 mois où ils ne vont pas arriver à dormir, ils vont avoir des flashs, ils vont être très sensibles, etc. Donc ça, c'est des symptômes tout à fait normaux, hein, j'y reviendrai un peu plus tard dans une autre vidéo, tout à fait normaux par rapport à l'événement vécu. Mais au bout d'1 mois, 3/4 des personnes, 75% des gens, vont s'en sortir sans développer de troubles psychotraumatiques. Voilà. Le cerveau se guérit lui-même. Exactement. Le temps fait son boulot. Le cerveau a plein de facultés pour que l'événement va paraître de plus en plus lointain. Les peurs ou les réactions émotionnelles vont être de moins en moins fortes. Donc le temps fait son travail. Pour 1/4 des personnes, eh bien, il va avoir des répercussions un peu plus profondes. Et donc là, souvent, c'est des personnes qui vont venir s'en occuper en toquant à la porte d'un thérapeute. Voilà. Mais c'est important de pouvoir savoir que pendant 1 mois qui suit un événement impactant, effractant, c'est tout à fait normal d'avoir certains symptômes. J'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure. Donc ça, c'est la question du trauma simple. Les traumas complexes,
c'est une autre catégorie de traumas qui sont plus complexes à vivre et plus complexes à identifier et plus complexes à traiter. Donc les traumas complexes sont ce qu'on voit la plupart du temps dans nos cabinets de psychologues. C'est que la personne a vécu plusieurs événements. Donc c'est vraiment un stress chronique. C'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé de manière régulière dans la vie de la personne. La plupart du temps, il y a ces vécus traumatiques, ces vécus difficiles ont commencé tôt dans la vie. Donc souvent, il va avoir des blessures, voire des traumas d'attachement. Donc en lien avec nos figures d'attachement, hein, nos parents généralement, et qui se sont répétés dans la vie de la personne. Donc en fait, c'est vraiment des événements qui vont avoir souvent une thématique commune, les traumas complexes. Par exemple, la thématique de l'estime de soi. Mettons que j'ai été enfant et quand j'avais des difficultés émotionnelles, je sais pas, des choses inhérentes à la vie d'un enfant, et bien quand je rentrais à la maison et que j'étais pas très bien, on me disait arrête de chougner, on me disait t'en as pas marre de faire des comédies, on minimisait finalement ce que je vivais. Et bien en tant qu'enfant, j'ai pu vivre ce type d'intervention parentale comme je suis nulle, comme je n'ai pas le droit d'avoir des émotions, comme je suis pas une enfant suffisamment aimable ou suffisamment bien. Et donc tu vois, ce type de pensée que les enfants peuvent avoir si on ne prend pas suffisamment soin de ce qu'ils vivent, et bien ça peut vraiment être très profond dans la construction de leur personnalité. Et les personnes qui ont par exemple une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui pensent souvent ou qui se disent « je suis nul, je suis pas ci, je suis pas ça », ben souvent dans l'exploration de leur vécu, on va retrouver des expériences de ce type-là, où ils ont pu avoir ce type de pensée sur eux-mêmes. Voilà. Donc les traumas complexes, donc, ils ont démarré très tôt dans la vie, ils ont été répétés dans le temps, donc ce n'est pas forcément des événements majeurs. Ça peut être vraiment des choses très insidieuses, hein, comme je dis, une ambiance, un manque de considération, une minimisation de ce que je vis, etc. Donc, mais c'est venu vraiment colorer mon parcours de vie. C'est venu être constitutif de ce que je me suis représentée de moi-même. Et bien évidemment, après, ça va avoir des impacts sur la manière dont je vais gérer mes relations aux autres, gérer ma relation à moi-même, comment je me prends soin de moi. C'est sûr que si j'ai une mauvaise estime de moi, eh ben, je vais jamais prendre soin de moi, je vais éventuellement tout faire pour les autres, mais je vais me minimiser, etc., etc. Donc ça, c'est la famille de ce qu'on appelle les traumas complexes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas complexes sans forcément le savoir et qui aujourd'hui portent les stigmates, les conséquences. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je connais beaucoup de gens dans cette situation et finalement, ils vont avoir une image du monde tronquée, changée, pour que ça adhère à un système de croyance. Le monde est mauvais, c'est pour ça que ma vie est pourrie. Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les distorsions cognitives, hein, c'est-à-dire que généralement, on vit effectivement, on interprète ce qu'on vit dans notre monde et dans nos relations en fonction de nos croyances. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui se disent « mais je ne comprends pas, je me retrouve toujours dans les mêmes situations, je rencontre tout le temps un même type de personnes autour de moi, ou il y a quelque chose qui se répète ». Alors on peut se dire qu'il y a deux options, soit c'est pas de chance, soit il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui finalement me fait peut-être interpréter ou fait que j'attire à moi-même des relations ou des comportements qui viennent valider mes croyances profondes. Et le fait de pouvoir travailler sur soi, identifier ces schémas en fait profonds, vont me permettre de mieux comprendre et surtout de mieux modifier en fait les choses. Voilà. Donc voilà, par rapport à la question de la traumatisation complexe. Ensuite, juste un mot très rapide sur le trauma qu'on appelle le trauma familial. Donc le trauma familial, c'est un ou des événements qui sont survenus de manière groupale. Donc je prends un exemple assez classique, mais mettons que notre maison familiale a brûlé dans un incendie. Et bien du coup, on est tous plus ou moins affectés par cet événement qui vient toucher quand même quelque chose d'intime à la famille, que j'ai été témoin de cet événement, que j'ai été moi-même impactée parce que j'ai subi une intoxication aux fumées, ou même j'ai peut-être pas été du tout là au moment où ça s'est passé, mais par contre j'ai appris que j'avais perdu ma maison. Donc quel que soit finalement, j'ai envie de dire,
le degré d'implication de cet événement, de ce traumatisme familial, ça va pouvoir avoir un impact sur l'ensemble des membres. Et dans ces moments-là, ce qui est vraiment indispensable, c'est surtout que les parents traitent leur traumatisme. Parce que si les parents, donc les responsables des enfants, ne traitent pas leur mémoire traumatique, eh bien le problème, c'est qu'il va pouvoir avoir une contamination du vécu traumatique parental sur la personne des enfants, en fait. Donc voilà, traumatisation familiale, c'est important aussi à considérer cette question. J'ai encore 2 traumas à vous présenter. Donc le trauma transgénérationnel. Donc le trauma transgénérationnel, on entend de plus en plus parler de ce type de vécu. Donc ça signifie que je porte un psychotraumatisme, donc je porte les symptômes d'un événement traumatique, d'événements que je n'ai pas moi-même vécu parce que ces événements sont survenus avant ma naissance. Donc tu vois bien que la différence avec le trauma familial, c'est que j'étais vivant en fait, j'étais déjà né quand l'événement est survenu. Le trauma transgénérationnel, c'est que ça a traversé les générations et donc je porte des stigmates, des symptômes psychotraumatiques d'un événement par exemple qui a été vécu par ma grand-mère mais quand elle était enfant. Donc par définition, j'étais pas née. Eh bien, les études montrent que les liens d'attachement, les neurones miroirs, la transmission du récit aussi familial sont des vecteurs de transmission transgénérationnelle. Donc on est contaminé aussi par l'histoire des générations précédentes. Donc c'est important aussi à avoir en tête parce que parfois, dans un travail thérapeutique, on peut se dire mais j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup travaillé sur moi, mais pourtant je porte toujours une angoisse dans telle ou telle situation, ou je porte tout le temps toujours tel ou tel symptôme. Ça peut valoir le coup d'aller explorer aussi les vécus au niveau généalogique en fait, parce que c'est possible qu'on porte quelque chose qui ne nous appartienne pas. Voilà. Souvent, ce qui va favoriser, j'ai envie de dire, la transmission transgénérationnelle, ce sont les secrets de famille. Alors ça, c'est, je dirais, la voie royale pour être traumatisé par des choses du passé familial. Donc les secrets de famille, donc tout ce qui va être, je pense par exemple à des enfants qui ont été morts mais dont on n'a jamais parlé parce que c'était tellement souffrant et puis on a pensé que ce n'était pas nécessaire, ben, ça peut se transmettre malgré tout. Les suicides, les tentatives de meurtre, voire les meurtres. Hein. Donc il y a certaines familles qui ont vécu ça dans les générations précédentes. Eh bien, tous ces vécus peuvent être en tout cas transmis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc les secrets de famille sont vraiment des vecteurs importants. Et donc le dernier trauma dont je veux parler, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le fameux trauma vicariant. Donc c'est le traumatisme des soignants, des professionnels. Donc c'est différent, il y a certains aspects similaires au burn-out, mais il y a d'autres aspects qui sont très différents. C'est-à-dire que le professionnel, c'est pas uniquement une surcharge de travail et un épuisement professionnel. Hein. Ça, c'est la question du burn-out. Hein. J'ai tellement travaillé, j'ai pas eu suffisamment de moments de récupération où on m'a tellement demandé des choses impossibles que je tombe en burn-out, en épuisement professionnel. Le trauma vicariant, c'est qu'effectivement, le professionnel est épuisé par la récurrence et la chronicité de son travail éprouvant parce qu'il entend en permanence des récits traumatiques avec des détails, etc. Le professionnel, il est véritablement contaminé par les histoires des autres, en fait. Et donc, il va ensuite développer des troubles psychotraumatiques qui vont modifier sa propre personnalité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une contamination qui est bien différente sur certains aspects par rapport au burn-out. Voilà. Donc s'il y a des professionnels qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui font aussi un travail sur soi, c'est important de pouvoir aussi identifier la traumatisation vicariante, qui est souvent en lien avec notre travail, enfin qui est en lien avec notre travail, et qui bien évidemment peut aussi avoir des résonances avec un vécu plus personnel. Voilà. Donc là, on est plus dans la question de la traumatisation complexe, mais aussi du vicariant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir un petit peu identifier les origines et surtout les symptômes que ça a. Alors justement, en parlant de symptômes, quels symptômes peuvent alerter sur le probable vécu psychotraumatique d'une personne ? Il y en a tellement.
Il y en a tellement. On a déjà parlé tout à l'heure de ces fameux schémas de fonctionnement, hein, donc les problématiques d'estime de soi. Euh, Moi, je trouve qu'il y a à peu près 4 grandes familles de problématiques chez les gens. Les problématiques d'estime de soi, donc tout ce qui touche à la honte d'être qui on est, voilà. La deuxième, c'est la question de la confiance en soi. Voilà. Donc, à la rigueur, je peux être quelqu'un de bien, mais par contre, j'ai pas confiance en ma capacité de... Voilà, donc la question de la confiance en soi. La question de la sécurité. Hein, donc, par exemple, je me sens en danger, je me sens en insécurité avec tel type de personne, dans tel type d'endroit, dans tel type de situation. Et donc, ça génère des réactions comportementales particulières. Et la quatrième famille de problématiques qu'on voit souvent, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire les gens qui sont très contrôlants, qui détestent l'imprévu, qui aiment tout prévoir, tout contrôler. Souvent, ça va venir parler en fait d'insécurités majeures qui ont sans doute été vécues antérieurement. Voilà, donc il y a bien sûr toutes ces problématiques, mais de manière un peu plus concrète, je pense aussi à toutes les personnes qui font des crises d'angoisse, sans le comprendre, hein, des attaques de panique, des cauchemars à répétition, avec toujours une sorte de même scénario. Tout le monde des addictions. Alors le monde des addictions, on pourrait en parler longtemps, hein, mais on peut essayer de fumer ou de prendre de la drogue pour faire comme les autres. Mais quand on tombe dans des addictions, c'est souvent pas par hasard. Hein. Les personnes qui tombent dans de la prise de stupéfiants, d'alcool, enfin voilà, tout ce monde-là, sont souvent des personnes qui vont utiliser les produits pour venir anesthésier des mémoires traumatiques, des images, parce que c'est insupportable d'être colonisé par des mémoires traumatiques. Donc c'est aussi, j'ai envie de dire, grâce à ces symptômes que la personne elle est encore là aujourd'hui. Hein, ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos sur comment on peut aussi considérer les symptômes qu'on a, même s'ils sont difficiles, hein, je ne le nie pas, mais comme des ressources de survie en fait. Voilà. Donc, j'y reviendrai plus en détail. Je pense aussi aux personnes qui ont des vécus de scarification, de tentatives de suicide ou de passage à l'acte, hein, des conduites à risque, les conduites sexuelles à risque, les conduites automobiles à risque, voilà. Tout ce qui va générer une montée forte d'adrénaline soudaine, souvent, on peut identifier dans le parcours de vie de ces personnes des choses qui ont été difficiles à vivre dans le passé. Quel lien entre le besoin d'adrénaline et le trauma? Alors, je te fais un petit teaser, mais on va y revenir beaucoup plus dans le détail dans la vidéo qui concernera les mécanismes neurobiologiques du stress et du psychotrauma. Mais en quelques mots, quand on a vécu un événement, un ou des événements traumatiques, ça a généré un tel surplus de stress au niveau du système nerveux que notre corps, pour se protéger de cette surcharge de stress, à un moment donné, va nous procurer à l'intérieur de nous, il va avoir un déferlement de drogues anesthésiantes. Donc ça s'appelle la kétamine et la morphine. Donc c'est des drogues qui sont générées par notre cerveau pour venir stopper la surcharge de stress. Et donc cette anesthésie naturelle, à un moment donné, quand je vis des événements trop récurrents dans mon parcours de vie, eh bien un peu comme toute drogue qu'on prend, hein, si j'ai mal à la dent et que je prends un Doliprane, si je ne m'occupe pas de ma dent, et à un moment donné, mon petit Doliprane, il va plus être suffisamment efficace et je vais devoir prendre des choses de plus en plus fortes pour anesthésier ma douleur. Eh bien, au niveau de notre cerveau, c'est la même chose. Si j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont été éprouvantes et extrêmement difficiles, mon corps a généré de manière naturelle des drogues anesthésiantes pour supporter l'insupportable. Mais si je ne m'occupe pas de ma mémoire traumatique, eh bien, ça va me resubmerger dans d'autres moments. Et à un moment donné, ces drogues anesthésiantes, kétamine et morphine, ne vont plus être suffisamment efficaces pour maintenir ces images ou ce vécu de côté. Et donc, je vais avoir besoin de faire autre chose de manière volontaire pour calmer mes angoisses. Donc, je vais boire un verre de vin, je vais être dans des conduites à risque parce que ce type de comportement génère une montée d'adrénaline et d'anesthésie très forte en fait. Voilà. Donc
c'est finalement des comportements dont on peut avoir, qu'on peut utiliser souvent de manière inconsciente, hein. Les gens ne savent pas pourquoi ils consomment autant, pourquoi ils se mettent autant en danger, mais c'est vraiment important de comprendre que souvent ça a un lien avec des choses difficiles du passé pour éviter d'y être confronté de nouveau en fait. D'où l'importance de prendre soin de notre passé, de notre mémoire traumatique, d'apprendre à mieux gérer notre stress, mieux gérer nos émotions pour avoir moins besoin d'avoir recours à une anesthésie de cet ordre-là. Voilà. Et voilà, bon, des symptômes, hein, il y en aurait beaucoup, hein. Je pense aussi à tout ce qui est trouble de la mémoire. On verra aussi dans la vidéo sur la neurobiologie du trauma que le cerveau, il est tellement occupé à gérer l'insupportable, que du coup, ça va avoir des impacts au niveau du système de mémoire, en fait, hein. Il va y avoir comme une sorte de charge mentale trop importante à gérer la mémoire traumatique. Et ben, le reste de notre vie peut être passé un petit peu sous amnésie. Voilà. Et donc la bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'en prenant soin de soi, en prenant soin de nos épreuves de vie, eh bien, on peut recouvrer aussi la mémoire, même des bons moments, hein, des bons événements, parce que du coup, comme ma mémoire traumatique va être, j'ai envie de dire, digérée, intégrée, eh bien, le reste de mes souvenirs va pouvoir de nouveau se représenter. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Alors, le trouble de stress post-traumatique, donc avant, on parlait de l'état de stress post-traumatique. Souvent, dans les livres, on voit un petit peu ESPT. C'est exactement la même chose que TSPT. C'est juste une différence de catégorie dans le DSM, là, le manuel des troubles mentaux. Le trouble de stress post-traumatique, c'est les conséquences psychologiques d'événements traumatiques qu'on a pu vivre, hein, dont j'ai défini tout à l'heure. Et en fait, ce sont des symptômes. La personne va finalement développer des symptômes de troubles de stress post-traumatique parce que, au niveau du système nerveux, les événements vécus ont généré une telle surcharge de stress qu'il y a une sorte de dysfonctionnement du cerveau. Comme si le cerveau, il bug, il n'arrive pas à faire son travail de manière adaptée. Eh bien, il va avoir des choses qui vont comme un peu dysfonctionner au niveau du système nerveux. Et donc, il va avoir 4 types de symptômes. Et pour avoir un trouble de stress post-traumatique, il faut cocher les 4 absolument. Ça, souvent, c'est important de pouvoir faire valider par un professionnel. On peut avoir une idée en regardant cette vidéo ou en allant faire notre recherche, mais c'est important d'avoir une validation. La première famille de symptômes, c'est ce qu'on appelle les flashbacks. Donc les flashbacks ou les cauchemars, hein, donc ce sont des images ou des sons ou des sensations qui vont survenir de manière extrêmement soudaine, sans qu'on y soit préparé, voilà, qui vont soudainement nous envahir, hein. Donc je vais soudainement revoir le visage de mon agresseur, je vais soudainement avoir la même sensation de panique qu'à l'époque où j'étais violentée, par exemple. Je vais entendre des fois des bruits qui n'existent rationnellement pas autour de moi, mais j'entends les bruits comme les pas de mon père quand il rentrait à la maison et qu'il était saoul, etc. Donc les réminiscences, les reviviscences, c'est tout ce monde des flashbacks qui colonisent le psychisme de la personne et qui peuvent être extrêmement douloureux en fait à vivre. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième symptôme d'un trouble de stress post-traumatique, c'est un symptôme qu'on appelle d'évitement. Donc la personne va tout faire, souvent de manière inconsciente, hein, pour éviter de se confronter à l'objet de ses peurs ou l'objet de ses traumas. Par exemple, depuis que j'ai vécu mon accident de voiture, je ne conduis plus. Je ne repasse plus à l'endroit de l'événement. Je ne peux plus conduire sur l'autoroute. Voilà. Donc il y a vraiment des comportements d'évitement qui vont être très en lien avec ce que j'ai vécu. Et je pense aussi aux phobies scolaires, hein. Souvent on parle des phobies scolaires suite à du harcèlement. L'enfant, l'ado ne peut plus travailler en fait, ne peut plus se rendre sur le lieu de sa scolarité, ne peut plus côtoyer les personnes qu'il voyait avant, etc. Harcèlement professionnel, c'est la même chose, hein. Donc vraiment les conduites d'évitement sont vraiment des comportements qui ne sont pas cohérents, enfin qui dénotent de ce que habituellement la personne fait et qui ont un lien avec les traumas du passé. Donc
les flashbacks, les conduites d'évitement. Ensuite, il y a une altération persistante des cognitions et de l'humeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que j'ai vécu mes épreuves de vie, ces événements difficiles, il y a une vision du monde, une vision de moi-même et une vision de l'autre qui est complètement altérée chez moi. C'est-à-dire que je ne me reconnais plus, je suis plus comme d'habitude avec mes proches, j'ai une perception de la réalité qui est qui change en fait, hein, qui est très différente depuis que j'ai vécu tel ou tel événement. Voilà, donc flashback, évitement, altération des cognitions et de l'humeur, et enfin une hypervigilance physiologique. Donc ça, j'y reviendrai sur la vidéo sur la fenêtre de tolérance, mais l'hypervigilance ou l'hyperréactivité physiologique, ce sont des réactions donc physiologiques, hein, ça n'a rien de psychologique. Physiologiquement, mon corps réagit à des moments, soit de manière complètement débordante, donc tout ce qui est crise de panique, crise de larmes, émotions qui me submergent par exemple, ou soit je vais avoir des réactions de déconnexion, comme si j'étais un robot, je ne ressens plus rien, je ne réagis plus, je fais les choses du quotidien, mais comme si j'étais un peu une coquille vide. Donc ça, c'est aussi des réactions psychotraumatiques majeures de dissociation, hein, j'y reviendrai, liées à des traumas.